Sud FM. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci. Après avoir accueilli l'ancien Premier ministre Aminata Touré, le général Tavares da Souza, ainsi entamons la deuxième partie, toujours avec d'illustres personnalités. Et oui, c'est parce que le monde bouge, l'actualité s'affole parfois et même trop vite. Le monde dans ce 21e siècle naissant n'a jamais été aussi dangereux. Le terrorisme, le repli identitaire, la xénophobie, l'islamophobie, le fondamentalisme, l'émigration, l'insécurité grandissante, l'inquiétude est partout. Et pourtant, nous sommes dans la mondialisation, avec cet extraordinaire développement des technologies. Mais ce monde est fait de disparités, d'injustices, de pauvreté entre les hommes, mais aussi entre les États. Des hommes ont très vite senti ces dérives et ont porté le combat pour une vie meilleure. Professeur Amadou Mokhtar Mbow, merci de nous accueillir dans votre maison. Justement, professeur, vous êtes une personnalité qui a marqué son temps, son époque, par sa trajectoire extraordinaire. Nous allons aujourd'hui décrypter votre vision, votre vécu, les mutations qui l'ont accompagné. Amadou Mokhtar Mbow, le groupe Sudcom vous remercie pour votre disponibilité. À côté de moi, Abdoulaye Thiam, le rédacteur en chef de Sud Quotidien, pour mener l'entretien. Professeur, merci de nous avoir accueillis. Je suis très heureux, Baye Omar Gueye, d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous parler. Vous avez souhaité m'entendre, alors je vous écoute, j'attends vos questions et je tâcherai d'y répondre. Oui, dans votre domicile, disais-je, au point E. Oui, professeur Amadou Mokhtar Mbow, une bibliothèque sur 2 niveaux. Que représente finalement le livre pour vous? Écoutez, le livre représente pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que j'ai connu ce que j'ai appelé la fin de lire. Vouloir lire et ne pas avoir quoi lire. Je suis né à Dakar, il y a de cela 96 ans, mais c'est à Douga que j'ai grandi. Et c'est à Douga que je suis allé à l'école primaire. École à laquelle ne voulait pas m'envoyer mon père. Pourquoi? C'est le hasard qui l'a fait. Parce qu'à l'époque, nos pères étaient très réticents à l'école du colonisateur. Ils craignaient que nous y perdions notre âme. Donc, mon père m'a envoyé, comme tout bon petit Sénégalais, à l'âge de 5 ans, à l'école coranique, à Louga. C'est Sri Malik Sall, qui est le beau-père de Babacar Sy, le fils d'Aladji Malik Sy. Et c'est par hasard que mon père m'a envoyé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1928, Galandou Diouf se sépare de Blaise Diagne. Galandou Diouf et les jeunes de Saint-Louis avaient été à la base de l'élection de Blaise Diagne en 1914 comme député du Sénégal. À l'époque, les députés du Sénégal étaient soit des Français de France, servant notamment dans le commerce, soit des mulâtres de Saint-Louis. Et le dernier mulâtre député du Sénégal était Carpo. Carpo était de Saint-Louis, je l'ai connu personnellement, j'ai rencontré Carpo. En 1928, donc, Blaise Diagne fait un accord avec les huiliers de Bordeaux. Sur les problèmes qui, à l'époque, opposaient
les cultivateurs sénégalais, je ne dis pas opposer les cultivateurs sénégalais, mais enfin, les cultivateurs sénégalais n'étaient pas tout à fait d'accord avec les huiliers de Bordeaux sur le prix de l'arachide. Blaise était attaqué quand il a été élu député du Sénégal en 1914. Il a été attaqué par les Européens et les Mulattes qui n'ont pas voulu reconnaître Blaise Diagne comme député, disant que, et ils ont demandé au Parlement français d'ailleurs de ne pas valider l'élection de Blaise Diagne parce que, disait-il, Blaise Diagne avait été élu essentiellement par les originaires des 4 communes, c'est-à-dire ceux qui étaient nés à Dakar, Saint-Louis, Rufisque-Gorée. Ces originaires la plupart étaient des musulmans et on leur avait accordé, quand le Code civil français a été adopté à ce qu'était le Sénégal en 1830, le Sénégal, c'est-à-dire Saint-Louis, Gorée, Rufisque étaient les villes qui constituaient le Sénégal français, mais ni le Ndiambour, ni le Kayor, ni le Jolof, ni le Baol, ni la Casamance n'étaient occupés par les Français. La conquête commencera à la fin du XIXe siècle. Donc, les gens attaquent Blaise Diagne, ne veulent pas que Blaise Diagne soit reconnu. Blaise finit quand même par être validé, son élection finit par être validée, à la suite d'abord de l'intervention de ses amis. Ses amis, c'était des Antillais comme Candace qui était le député de la Martinique, qui jouait un très grand rôle sous la Troisième République. Et Candace était frère maçon de Blaise. Mais aussi, la guerre approchant, les Français avaient besoin des troupes noires. Blaise a été validé, mais on a continué à l'attaquer. On l'a agressé même parfois. On l'a agressé physiquement, des petits troupes l'agressaient physiquement. Bref, en 1928, Blaise finit par faire la paix avec les huiliers et Galandou Diouf le quitte. Pourquoi Galandou Diouf le quitte? Parce que Galandou dit à l'époque que Blaise avait trahi les cultivateurs sénégalais. Je ne dis pas qu'il les avait trahis réellement, mais c'est ce qu'en tout cas Galandou a dit, et Galandou l'a quitté, a créé un parti pour combattre Blaise Diagne. Blaise décide d'aller rendre visite aux grands électeurs du Sénégal. Il est venu à Louga voir mon père, qui était né à Ndialakhar, à 15 km de Saint-Louis, mais qui avait un acte de naissance de Saint-Louis, qui était donc grand électeur. Et il y avait beaucoup de grands électeurs. Il y avait beaucoup d'électeurs à Louga, parce que quand le chemin de fer a été inauguré en 1885, Ndialakhar, qui était le centre de commerce des arachides, la population, les gens qui étaient à Ndialakhar, qui était le centre de commerce des arachides, se sont déplacés et ont habité dans les escales du chemin de fer, entre notamment Saint-Louis et Dakar, mais surtout entre Saint-Louis et Thiès. Et beaucoup de gens de Ndialakhar, qui étaient des citoyens originaires donc, et qui étaient donc des électeurs, habitaient Louga. Et mon père était l'un d'entre eux, il était même un de ceux qui jouaient un rôle de grand électeur à cause de ses relations avec les gens de Ndialakhar qui étaient là. Blaise me voit dans la cour. Blaise est venu demander à mon père de le suivre. Mon père lui a dit: Blaise, je regrette. Galandou, ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question d'amitié très longue. Nous sommes liés. Alors je ne peux pas te suivre. Va chercher d'autres, mais pas moi. Et mon père a... Mais Blaise m'a vu, il a demandé à mon fils: mais ton fils là, est-ce qu'il va à l'école? Mon père dit: non, mon fils est à l'école coranique. Quand il aura fini ses études au Sénégal, je l'envoie à Mauritanie pour étudier tout ce qui est trait à l'islam. Mon père était en effet cheikh de Khadr à Louga, et donc il avait des relations particulières avec la famille de Cheikh Sadibou, qui d'ailleurs venait tous les ans. Louga, son marabout, qui était Cheikh Mahfouz, qui était le fils de Cheikh Sadibou, venait tous les ans à Louga et il plantait son khaïma dans notre maison
Et pendant à peu près 2-3 semaines, même parfois 1 mois, nous étions en la Mauritanie. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y avait, je dois ajouter maintenant, que nous sommes originaires du Waalo et que les Waalo sont parfois métissés de gens de Mauritanie, des Peuls. Nous sommes une sorte de melting pot, tout couleur, Peul, Mor. Voilà ce qu'est le Waalo. Alors donc c'est ainsi que mon père a dit non, je l'envoie pas. Et puis ensuite il a réfléchi. Et j'ai dit quelque part que mon père voulait assurer la continuité avec soi-même. C'est-à-dire ne pas qu'il considérait que la modernisation, que la colonisation, que tout ce qui était lié à la colonisation, à la modernisation, ne devait pas rompre la continuité avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos racines, avec nos valeurs, qui sont des valeurs essentielles. Mais il a pensé aussi à un moment donné, sans doute quand il m'a amené là à l'école, qu'il fallait également assurer la continuité avec son temps. Le monde était en train de changer. En définitive, le message que Blaise Diagne lui avait donné, et Blaise lui avait dit, Farah, envoie ton fils à l'école, il va faire des études, il fera le baccalauréat, il pourra être comme les Européens, il pourra rentrer dans l'administration, occuper une bonne position, etc. Évidemment, cette prédiction peut-être que mon père était entré dans l'esprit de mon père, qui a considéré donc qu'il fallait également assurer la continuité avec son temps, c'est-à-dire qu'il fallait aller à l'école française comme tout le monde. Je suis allé à l'école française à l'âge de 9 ans, près de 9 ans. Et mon père voulait m'envoyer au lycée fédéral. Il m'a amené même, quand j'ai eu mon certificat d'études à Louga, en 1934-35, mon père m'a envoyé m'a pris par la main, il m'a amené à Saint-Louis. Il m'a amené au lycée fédéral. Il a demandé au proviseur qui s'appelait Rousseau, que je sais du point de vue historique, de me prendre. Rousseau lui a dit non, je ne peux pas prendre votre fils parce qu'il a plus de 14 ans. J'avais 14 ans et 8 mois. Il fallait 14 ans pour au maximum pour entrer en 6e. Mon père m'a ramené à Louga. Il voulait venir à Dakar encore essayer. Je lui ai dit non, laisse-moi passer le concours d'entrée à Blanchot, ne te fatigue plus. Mon père m'a dit bien. J'ai donc, tout ayant le certificat d'études, j'ai redoublé la classe CM2. À la fin de l'année, on m'a renvoyé de l'école. Je n'ai pas pu être admis au collège Blanchot. Pourquoi? Parce que j'ai eu un désaccord avec mon maître, qui était le directeur de l'école, qui était un Français. J'ai eu de très bons maîtres, sénégalais comme français. Parmi les Sénégalais, il y avait évidemment, mon premier maître s'appelait M. Ndaw, c'était un moniteur de l'enseignement qui m'a eu à la case du CP1. Et M. Ndaw était de Saint-Louis, mort très jeune, mais excellent maître. On parle de la crise de l'éducation, mais la crise de l'éducation, c'est essentiellement la crise des enseignants. Quand il y a de bons enseignants, ils peuvent conduire les élèves à réussir. J'ai été professeur. Je n'ai jamais puni un élève, mais j'ai toujours obtenu de bons résultats de mes élèves au lycée fédéral, comme au collège de Rosso où j'ai commencé, au lycée fédéral, mais je n'ai jamais puni un élève. Parce que quand un élève a des défaillances, il faut essayer de voir les raisons qui sont derrière. La plupart du temps, ce sont des raisons sociales. Ou bien les parents ont divorcé, l'enfant vit mal chez lui, ou bien il ne mange pas assez. Alors quand il vient en classe, il ne peut pas se concentrer pour bénéficier la plupart du temps de ce qu'on lui apprend. Alors moi j'avais l'habitude d'observer mes élèves. Et quand un élève avait des défaillances, je faisais une enquête sur lui, sur la façon dont il vit.
et j'allais voir son père ou sa mère pour lui parler. Alors je viens au goût de la lecture. Oui. À l'école primaire, on avait des manuels scolaires. On nous les prêtait. On nous les reprenait à la fin de l'année. Nous les rendions à l'école. On avait des manuels de France à l'époque. Moi, je n'ai pas connu le Momodou et Binta. J'ai connu les manuels scolaires de France. Ça avait une autre curiosité d'ailleurs. Mais je n'avais aucun livre, aucun autre livre que le manuel qu'on me prêtait pendant l'année scolaire. Il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas d'argent pour acheter les livres. On ne les commandait même pas parce que les livres également étaient régis par des règles très strictes. Vous savez que tous les livres n'étaient pas admis au Sénégal sous la colonisation. Bref, quoi qu'il en soit, les seuls livres que je manipulais étaient ceux qui étaient à la bibliothèque de la résidence. Quand je suis arrivé à la classe du CM2, le directeur de l'école qui gérait la bibliothèque, qui était un Français, qui gérait la bibliothèque de l'école, nous amenait tous les dimanches à la résidence. Tous les dimanches, oui, les fonctionnaires français venaient prendre des livres, rendaient les livres qu'on leur avait prêtés. La plupart d'ailleurs, c'était des livres écrits sur la colonisation, tels que La randonnée de Samba Diouf, de Jérôme et Jean Tarot, etc. Il y avait également Force Bonté de Bakary Diallo, oui, Bakary Diallo, je crois que c'est ça, etc. C'était le machin d'Espagne de Loti, Pierre Loti. Alors, on lisait pendant qu'on rangeait les livres. Dans les rayons, on profitait du fait qu'on donnait pour lire un peu. Puis, quand je suis allé à Saint-Louis, parce que mon père m'a amené à Saint-Louis pour ma circoncision à l'hôpital de Saint-Louis, quand je suis allé à Saint-Louis, j'allais à la bibliothèque municipale. Il y avait une bibliothèque à Saint-Louis. Saint-Louis était la seule ville où il y avait une bibliothèque. Et là aussi, les livres n'étaient pas nombreux. Il fallait se lever le matin de bonne heure quand on voulait avoir un livre, parce que quand on le prenait, d'autres ne pouvaient pas l'avoir et on devait le lire sur place. Quel a été le livre qui a le plus attiré votre attention? À l'époque, j'ai lu évidemment, comme je vous ai dit, tous les livres de la Pierre Loti sur le roman d'un Spahi, La randonnée de Samba Diouf, Force et Bonté de Bakary Diallo. Enfin, c'est ce genre de livres. Mais j'ai commencé, quand même j'étais très intéressé par les manuels, parce que les manuels de lecture que nous avions parlaient de la vie en France. Alors, on lisait les contes français, on lisait pas mal de choses sur la vie agricole, sur la vie sociale, sur même les usines, etc., parce que les livres de lecture nous apprenaient en somme la vie française, sur et tout ça. Alors donc, quand maintenant je suis venu à Dakar, j'ai commencé à lire d'autres livres. D'abord, j'ai quitté Louga quand on m'a renvoyé de l'école, j'ai quitté Louga, je suis venu à Dakar, et je me suis fait inscrire à la chambre de commerce, au cours commercial, avec un de mes cousins, Doudou Gueye Nago, qui s'appelle comme toi Gueye. Doudou Gueye Nago a été fonctionnaire. Il est devenu même commissaire central de Dakar, commissaire de police, commissaire central. Alors c'était mon cousin et Doudou Gueye, nous vivions ensemble sur son père, parce que jeune, il a vécu chez mon père avec moi aussi, à Louga. Et j'ai fait du scoutisme, les éclaireurs, et en même temps, j'ai fait également l'aviation populaire. L'aviation, c'est bon que je vous rappelle, parce que c'est ça qui va me permettre d'être avec d'autres livres. L'aviation populaire a été créée en 1936 par le gouvernement du Front populaire, qui avait conscience que l'armée allemande, que l'Allemagne s'armait, et l'aviation allemande devenait très forte. Le gouvernement du Front populaire a décidé de développer l'aviation en France. Et je serai pendant la guerre dans l'armée française de l'air, je dirai comment. Cela étant dit, donc, je viens à Dakar, je fais l'aviation populaire. Je fais le scoutisme, les éclaireurs de France à l'époque.
et on crée un clan qui s'appelle le clan Mademba Abdelkader. Je deviendrai d'ailleurs le chef du clan Abdelkader Mademba, qui a été dirigé par un Français, ancien militaire, qui était militaire. Après, moi, je l'ai pris, mais c'était un clan d'Africains. Tandis qu'il y avait d'autres unités africaines à Maurice Delafosse, avec les Ablaye Gueye, etc., qu'on a appelé Cabri. Il y avait aussi Van Vollenhoven. Alors, c'est par les élèves de Van Vollenhoven et de Maurice Delafosse que je vais accéder à une autre sorte de lecture, c'est-à-dire les classiques français. Depuis le 15e siècle, 15-16e siècle, tous les classiques jusqu'au 19e siècle. Et idéologiquement, quel ouvrage? Oh, c'était des classiques. C'est-à-dire toute la littérature française du 15e siècle, c'est pas du tout politique. Sauf que j'ai lu Voltaire à l'époque, j'ai lu Rousseau, etc. Mais je les lisais parce que c'était des classiques Larousse. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a ouvert peut-être une autre voie. La préparation du baccalauréat, je vais y venir. Un beau jour, alors, quand j'ai fait le cours commercial de Dakar, j'ai passé un concours de recrutement des commis de l'administration, des commis expéditionnaires. On les appelait les écrivains du cadre local des travaux publics de la circonscription de Dakar Indépendance. C'était en somme les commis, ce qu'on appelait les commis expéditionnaires, c'est-à-dire les petits commis qu'on recrutait dans l'administration et dans le commerce aussi. Je me rappelle, quand j'étais à l'école de Louga, notre maître français, nous disait toujours, vous êtes des nègres, vous resterez des nègres. À blanchir la tête d'un nègre, on perd sa lessive. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'en somme, nous les Noirs, nous étions d'une espèce, d'une sous-espèce, que nous ne pourrions jamais accéder au niveau intellectuel des Européens. Ça m'a toujours frappé, suivi toute ma vie. J'ai été suivi par cette affaire. Et j'ai dit qu'un jour je passerai le baccalauréat, je l'ai passé, je dirai qu'on va. Alors, un beau jour, le gouverneur change de la quand j'ai fait un concours, je suis admis dans l'administration comme commis. On m'affecte au bureau du courrier qui se trouve être au cabinet du gouverneur de la circonscription de Dakar Indépendance. Je reçois le courrier ordinaire. J'étais d'ailleurs avec un lébou, Gueye Momar Dial, qui a été extraordinaire. En ce moment, les Sénégalais étaient très solidaires. Et les plus âgés aidaient les plus jeunes. Il m'a initié au travail administratif. Et quand le gouverneur a changé, son chef de cabinet est parti avec lui. Un nouveau gouverneur est arrivé qui était Biarnès, il s'appelait Biarnès. Il avait remplacé Ponzio. C'est en 39. Non, c'est même plus tard, c'est en 40. 39, oui, 39-40. Ce nouveau chef de cabinet vient un jour voir des classiques Larousse sur mon bureau. Ce chef de cabinet, il est administrateur. Il me dit, mais c'est à qui ça? Je dis, c'est à moi, on me les a prêtés. Il me dit, mais ça vous intéresse? Je dis, oui. Il me demande, vous avez déjà fait une dissertation? Je dis, non, j'ai fait des rédactions, mais pas de dissertation. Explication telle? Je dis, non, je n'ai jamais fait d'explication telle. Il me dit, je suis administrateur évidemment, diplômé de l'école coloniale, mais il me dit, je suis docteur en droit, licencié lettres, diplômé des langues orientales. Si vous voulez, je vous fais des dissertations, je vous les corrige. J'ai commencé mes premières dissertations avec lui. Je le retrouverai quand je serai directeur général de l'UNESCO. Et je vous dirai tout à l'heure les choses qu'il m'a envoyées. Alors, donc voilà comment j'ai commencé à faire. Donc je lisais là. Arrivé en France maintenant, pendant la guerre, j'ai lu beaucoup comme militaire.
Ensuite, arrivé en France, évidemment, quand j'ai commencé des études en France, je lisais beaucoup et je dépensais beaucoup pour acheter des livres. Parce que je me suis dit, quand je retournerai au Sénégal, je n'aurai plus de bibliothèque. Je vais donc me faire moi-même une bibliothèque et je suis rentré au Sénégal avec beaucoup de livres. Et je compte, jusque maintenant, je continue à acheter des livres. Comment? Le baccalauréat. Alors le baccalauréat. Oh, c'est une longue histoire, mais je vais la raconter. En une minute, oui. Non, je vais raconter. Donc, en début 1940, l'ingénieur qui nous faisait les cours d'aviation populaire vient un jour nous dire qu'on recrutait des mécaniciens qu'on recrutait des élèves pour les écoles de mécaniciens de l'armée de l'air. Il y avait dans les mécaniciens moteurs, les mécaniciens civils, les mécaniciens électriciens, les photographes, tout ça, on recrutait toutes les branches techniques de l'armée de l'air, recrutaient des élèves. Il nous dit, est-ce que vous voulez qu'on envoie vos dossiers? Je suis prêt à vous faire inscrire. Et il me demande à moi personnellement, il me dit, vous voulez aller dans une des écoles? Je suis assidûment à les cours de l'aviation populaire. On apprenait évidemment la physique de l'air. On apprenait également le vol à voile, sur planeur, etc. Je lui ai dit, il m'a dit, moi je faisais de la photographie à l'époque. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, pendant mes journées de liberté de cours de comptabilité autre à la chambre de commerce, j'allais la journée chez un photographe à Dakar qui s'appelait L'Attaque, où travaillait mon oncle, ça le cassait. J'allais chez L'Attaque et j'ai appris la photographie. Je lui ai dit, j'ai appris la photographie. L'Attaque m'a fait un certificat d'ailleurs. J'ai appris la photographie, je développais les films de photos. Je tirais même chez mon oncle, je tirais avec les films, je tirais sur papier, etc. Je connaissais toute la technique de la photographie. Il envoie mon dossier en France. Et en France, on me retient, mais pas pour la photographie, mais pour l'école des radiotélégraphistes de l'armée de l'air qui avait été créée par Guy Lachambre, qui était ministre de l'air français, à Saint-Malo, dont il était le maire. Bon, voilà, donc, on me dit, il faut souscrire un engagement volontaire. Je souscris un engagement volontaire, je vais au dépôt des isolés coloniaux, ça s'appelait DIC. C'est pas loin de là où il y a l'hôtel Novotel. C'était là, c'était du machin militaire, un espace militaire. Je fais un engagement volontaire, les trois rient de moi. Il veut aller à Madeleine. Moi, voici mes papiers. Si vous voulez mon prêt, si vous voulez pas, j'informe la France que vous avez refusé de me prendre comme engagé volontaire. En définitive, ils ont fini par accepter. Mais c'est mon père, maintenant, qu'il a fallu qu'on voit. Mon père me dit, non, tu n'iras pas en France. Moi, je ne dois pas pour mon coup de franc de perdu. Parce qu'il y a des gens qui étaient allés en France, qui après ont perdu peut-être leurs racines, etc. Il a fini, je lui ai dit, ça ne va pas, coup de France perdu, donc perdu, il m'a dit, il a réfléchi, il m'a dit, tu as raison mon fils. Mon père avait été en France en 1900, il avait été à l'exposition de 1900. On avait amené beaucoup de notables sénégalais. Et il a assisté à l'inauguration de la première ligne de métro entre Vincennes et Étoile, entre Nation et Étoile, qui est devenue Vincennes-Neuilly. Alors, je suis parti en France. Je ne vous raconte pas, on a commencé les études, et puis quand les Allemands ont percé le front français à Sedan, au lieu de foncer sur Paris, ils ont foncé sur Dunkerque pour couper l'armée française qui était entrée pour aider les Belges et les Hollandais, parce que les Belges et les Hollandais étaient neutres. Mais en mai, le 10 mai 1940, les Allemands n'ont plus respecté la neutralité, ni de la Belgique, ni de la Hollande,
ni et ils ont forcé à Sedan, là où en 1900, là où s'arrêtait la ligne Maginot, ils ont forcé à Sedan, ils ont percé les lignes françaises. Et notre école a arrêté les cours techniques pour faire de la formation militaire parce que nous devions servir comme l'infanterie pour défendre ce que vous voulez appeler on voulait faire de la Bretagne réduit breton où se concentrait l'armée française, se défendrait en Bretagne, même si les Allemands prenaient Paris et le reste. En définitive, 2 jours après la prise de Paris, Paris a été déclarée ville ouverte le 13 juin 1943. Les Allemands y sont rentrés le 14 juin, si ma mémoire est bonne, et nous avons quitté Saint-Malo le 15 juin. Mais comme j'étais dans l'entraînement militaire, je m'étais montré bon tireur. J'avais fait la préparation militaire élémentaire ici à Dakar. J'étais un bon tireur. Et donc, les Allemands, mais on m'a choisi pour surveiller le déplacement. Et un beau jour, on est tombé nez à nez avec les Allemands. Avant qu'ils tirent, nous avons eu la présence d'esprit. J'étais avec 2 sergents. L'un s'appelait Jean-Victor Axer, il était de Dinan en Bretagne, et l'autre s'appelait de Fouillédé. On est rentré dans la forêt, on est resté chez les paysans. Et le soir, on est allé, Jean-Victor Axer habitait à Dinan, nous sommes allés dans sa famille. Et sa belle-mère nous a dit que les Allemands avaient décidé d'exécuter tout ce qui aiderait les militaires. Nous sommes en territoire occupé par les Allemands. J'ai discuté avec eux, je leur ai dit que moi je ne pouvais pas. J'ai dit, eux ils n'avaient pas l'intention de se faire inscrire chez les prisonniers de guerre aussi. Hein. Alors j'ai refusé. Ils m'ont aidé à aller au bord de la mer pour tenter d'aller à Jersey et Guernesey, qui sont les villes anglo-armandes qui n'étaient pas encore occupées par les Allemands. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de bateau pour passer, de pirogue, je voulais passer par des pirogues. J'étais dans une petite ville qui s'appelle Lancier dans les côtes du Nord. Je suis resté là, pas loin de Saint-Malo. J'ai été accueilli par des gens qui m'ont aidé d'une façon extraordinaire, qui ne se sont pas souciés de savoir si on allait les fusiller ou non, mais qui ont quand même tenu à m'aider. La première famille qui m'a aidé, c'était des gens d'Alsace. Ils m'ont trouvé le matin, c'est leur fille. J'étais au bord de la mer, j'avais passé la nuit au bord de la mer. Je n'avais pas mangé la veille au soir. J'avais mangé à midi, mais pas la veille au soir. 2 jeunes filles m'ont trouvé. Et quand ils m'ont vu assis sur le bord de la mer, j'avais passé la nuit dans une grotte. Ils sont allés alerter leur mère, la mère est venue. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous avez froid? Vous avez faim? Elle m'amène dans sa maison. Elle me fait donner un grand bol de café au lait avec des tartines de pain beurré. C'était les campas, on appelait. Les boules de pain beurré. Quand j'ai bien mangé, elle m'a dit, mais depuis quel pays vous êtes? Je lui ai dit Sénégal. Elle m'a dit, mais vous êtes militaire? Je ne réponds pas. Elle me dit, oh, vous savez, vous pouvez me parler en toute confiance. Mon père était général pendant la guerre de 14-18. Il a commandé des Sénégalais, il en a gardé un souvenir extraordinaire. Je dis, oui, je suis militaire. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je tente d'aller à Jersey. Et je lui dis, j'ai trouvé des gens qui devaient m'amener, mais leurs conditions. Il m'a dit, je vais essayer de vous aider. Elle m'a aidé, je n'ai pas réussi. 2 jours après, mes amis qui avaient été avec moi militaires sont revenus voir si j'étais parti. Parce qu'on s'était donné rendez-vous. Ils ont vu que je n'étais pas parti. Ils m'ont dit, tu ne peux plus rester là. Comme tu dis, ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, nous allons aller en ville voir si on peut trouver un endroit pour que tu peux t'installer.
Alors je vais en ville, je m'installe. Ils ont été voir. On a trouvé une auberge. Il y avait une auberge. Ils m'ont dit, bien, tu vas t'installer à l'auberge jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Ils m'ont dit, quelle solution tu veux? J'ai dit, moi, je vais aller en Angleterre. J'avais appris maintenant, quand j'étais arrivé, il n'y avait pas l'appel de Gaulle. Parce que je suis arrivé vers le 17 juin, l'appel de Gaulle a été le 18 juin. Le lendemain, alors je lui ai dit, j'ai appris l'appel de Gaulle, j'ai dit, je vais aller à Londres. Je vais aller à Londres. En définitive, on est allé, ils m'ont dit, tu as de l'argent? J'ai dit, oui, j'avais un peu d'argent. Ils m'ont dit, et puis eux aussi, ils m'ont donné un peu d'argent. Ils m'ont dit, reste à l'auberge. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, moi, je connais l'agriculture. Parce qu'étant jeune, j'ai cultivé la terre à Louga, chez mon père. J'avais donc connaissé la vie paysanne. J'ai dit, trouvez-moi un paysan qui accepte. Je ne veux pas aller dans une ville, parce que la ville est occupée par les Allemands. Le village là n'est pas encore occupé par les Allemands. Les Allemands ne peuvent pas occuper tous les villages de France. Ils sont pas là. J'ai dit, laissez-moi là, trouvez-moi un paysan qui accepte de me prendre comme garçon de ferme, jusqu'à ce que je puisse partir en Angleterre. Ils sont allés et ils sont revenus 2 jours après. Ils m'ont dit, nous avons trouvé un endroit pour vous. Mais ce n'était pas un paysan, c'était un Français dont le mari était industriel et qui avait une propriété en bord de mer, à Lancieux, et qui venait passer les vacances à cette propriété. C'était des industriels de Saint-Julien-les-Messes, en Lorraine. J'arrive et puis je trouve une dame avec ses 2 filles et une gouvernante avec évidemment un vieux jardinier qui s'occupait de le jardin. La dame me dit, je suis prêt à vous garder chez moi jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Elle s'appelait Madame Van Kitsen, son mari était belge, mais son mari était prisonnier en Belgique. Les Allemands n'avaient pas libéré encore les prisonniers. Et Madame Van Kitsen me dit, je n'ai rien à vous faire faire, sauf que le matin vous prenez le vélo, vous allez dans le village chercher le fromage, le lait pour le déjeuner, etc. Mais on lui livrait tout chez elle. Je suis resté chez Madame Van Kitsen pendant 1 mois. Un beau jour, je vais dans le village avec mon vélo, je jouais du tennis. C'est là-bas où j'ai appris à jouer le tennis. Je ne connaissais pas le tennis. Je me baignais à la mer. J'étais en vacances. Je discutais beaucoup avec mon paysan breton. Et nous parlions quand même des affaires de la paysannerie. Elle me parlait des doryphores. Des doryphores qui étaient des insectes qui ravageaient les cultures de pommes de terre. Je lui parlais des criquets qui ravageaient les cultures d'arachide et de mil au Sénégal. Nous sommes devenus... Alors il m'a parlé, quand même, le machin a passé. Et un beau jour, je vais en ville, je reviens. Les Allemands qui avaient décidé d'envahir l'Angleterre et qui y ont renoncé, étaient venus dans le village et ils faisaient la culture physique. Ils n'étaient pas en uniforme, ils étaient nus, soldats avec des choses, avec des shorts, faisant la culture physique. Ils m'arrêtent. Ils m'encerclent, se mettent à tâter ma peau, se mettent à rire. Ils n'ont jamais vu de nègre. Se mettent à rire, tâter ma peau. Et puis quand ils ont fini de rire, ils m'ont laissé partir, je suis rentré, j'ai dit à Madame Van Kitsen, Madame, je m'en vais. Non. Les Allemands sont là, je pars. Parce que j'ai dit, ils finiront un jour peut-être par m'arrêter. Elle a insisté. Heureusement, un de ses cousins était venu de Bruxelles leur donner des nouvelles de leur famille, mais qui allait à Poitiers chercher sa femme parce que les Belges s'étaient repliés jusqu'à Poitiers. Il allait à Poitiers, je lui ai demandé. Il m'a dit d'aller demander une autorisation aux Allemands à Dinard. Je lui ai dit, mais les Allemands, je ne veux pas aller chez les Allemands, amenez-moi. Il me dit, je vous amène à vos risques et périls.
Lui, il avait une autorisation de voyager. Il avait sa voiture, il était seul, et je pars avec lui. Il a été très intelligent. Il m'a dit, si les Allemands vous arrêtent, je ne vous connais pas. Je vous ai pris en stop. Je lui ai dit, nous sommes d'accord. J'avais ma carte d'identité, j'avais 19 ans, j'avais préparé, dire que j'étais étudiant, que j'étais venu en vacances, etc. Il y a eu la guerre, etc. Mais il a été très intelligent. À chaque fois qu'on arrivait en contrôle allemand, il s'arrêtait à 10 mètres du contrôle, il prenait ses papiers, il me disait, couche-toi dans la voiture, je me couchais. Il allait tamponner ses papiers, on passe. Il m'amène à Poitiers, je passe la nuit chez lui. Et le lendemain matin, il me dit, voilà, pour passer la ligne de démarcation, parce que la ligne de démarcation n'était pas loin de Poitiers. Senghor était prisonnier à Poitiers, je ne le savais pas. Quand je suis arrivé à Poitiers, Senghor était dans un camp de prisonniers et moi, j'étais chez les Belges en question. Alors, ils m'ont amené, il m'a dit, voilà, tu prends le train, le tramway. J'ai mangé chez eux, j'ai dormi chez eux. Le lendemain, il m'a dit, voilà, tu prends le tramway, tu payes tant, tu leur diras de t'arrêter à tel endroit. À cet endroit, il m'a dit, quand tu descendras, tu verras une église. Descends et va à l'intérieur de l'église, vois le prêtre, dis-lui que tu veux passer en ligne de démarcation. Il y avait déjà des filières ils s'étaient renseignés. Il y avait des filières qui se constituaient. Alors c'est ce que je fais. J'arrive dans cette dans cette église. Je vois le curé me dit d'accord, il m'amène à l'intérieur. J'ai trouvé déjà des gens, il me donne une couverture, il me dit restez là, ne bougez pas. Une nuit, en effet, on est venu me chercher en me disant on passe ce soir, et c'était cette nuit-là, on est venu me prendre, on m'a fait passer la ligne de démarcation et je me suis retrouvé à Limoges. Et à Limoges, je me suis présenté à l'armée de l'air parce que j'étais soldat, j'avais gardé mon uniforme d'ailleurs. Et à Limoges, j'ai passé quelques semaines, on m'a libéré. On m'a envoyé à Rivesaltes où se trouvaient les tirailleurs. J'arrive à Rivesaltes, on me dit non, vous, c'est Fréjus. J'arrive à Fréjus, on m'incorpore dans un bâtiment, dans une unité qui doit rentrer au Sénégal. On reste quelque temps et puis un beau jour, on nous dit bien, vous allez prendre le bateau à Marseille. Nous allons à Marseille. Nous prendrons le Midi 2, qui était un bateau très connu au Sénégal d'ailleurs, et nous arrivons à Alger. D'Alger, on nous a conduit en chemin de fer à Orléansville, qui est devenu El Asnam maintenant. Et c'est à Orléansville que j'apprends le bombardement de Dakar en septembre 1940. Si les Anglais de Gaulle avaient pris Dakar en septembre 1940, je ne serais pas revenu. Mais ça ne s'est pas fait. Je suis revenu au Sénégal. J'ai repris mon travail à la délégation. On m'a affecté cette fois-ci au service économique. Je vais résumer, je passe le service économique, je reste là-dedans, m'occupant du contrôle des stocks, du ravitaillement, parce que j'avais fait des études commerciales, comme je l'ai dit. Et le 8 novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Boisson est liquidé, De Gaulle vient, les Américains viennent, on m'appelle au service militaire, 15 janvier 1943. À Thiès, ma base aérienne de Thiès. De là-bas, je fais un concours d'admission à l'école de spécialistes de l'armée de l'air d'Agadir. Je suis reçu 3e, il y avait des blancs avec moi. Et je vais à Agadir, je fais là-bas des cours. Je sors major même de ma promotion. J'étais le seul nègre, mais je sors major de ma promotion. Et j'ai le brevet supérieur de mécanicien électricien de l'armée de l'air. On m'envoie au centre d'instruction de la chasse à Meknes. Je passe quelques semaines, peut-être 2 ou 3 mois, et on m'affecte à l'escadrille 2-9, qui était une escadrille de combat, qui s'est entraînée d'ailleurs à Meknes. Après, on est allé à côté d'Alger, et puis après, on est allé en France. On couvrait le front nord, le front italien, et également les poches qui existaient sur l'Atlantique d'Allemagne encore. Jusqu'à la fin de la guerre, on m'a libéré et je suis resté en France. Comme j'avais le brevet supérieur de mécanicien électricien, je me suis inscrit. J'ai demandé d'abord qu'on me libère en France.
On m'a libéré, mais on est venu me chercher après pour me dire qu'on ne devait pas me libérer en France, qu'on devait me ramener au Sénégal. Évidemment, j'ai répondu très simplement, écoutez, ne plaisantez pas. Pour faire la guerre, je suis français. Pour faire des études, je ne suis plus français. Ils m'ont laissé la paix. Oui, et la page, l'entre parenthèses, indépendance en 1960. Alors, je vais y venir. Oui. Alors, donc, je fais par chronologie. Oui. J'entre à l'école Breguet à Paris, en classe préparatoire. C'est une école d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Première année, j'y suis admis en deuxième année. Je sors en deuxième année, je décide de quitter l'école pour aller préparer le baccalauréat. Je m'inscris au lycée Hélène Boucher, où il y avait un centre d'enseignement créé par le ministère de l'Éducation nationale pour les anciens militaires et les victimes de la guerre qui étaient jusqu'au baccalauréat. Je suis rentré là, j'ai préparé le baccalauréat. Une année, premier bac, j'échoue en juin. Je réussis en octobre. Je décide de quitter l'enseignement technique. Je m'inscris à la Sorbonne pour être professeur, pour des raisons politiques. Pour les raisons politiques. Alors, là, c'est là où j'ai rencontré des camarades, des amis. On a créé d'abord à Paris une association. Il y avait une association des étudiants coloniaux. Nous avons décidé de créer une association des étudiants africains. Le cercle d'amis, une idée de ce qui composait. Oh, Ablaïli. Ablaïli, tu as connu Ablaïli? Oui. Benzin. Amorin, c'était surtout des gens du Sud. Il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais. Ensuite, Cheikh Anta Diop est arrivé, Doudou Thiam est arrivé, ils m'ont trouvé là-bas. Alors nous avons créé l'association des étudiants africains de Paris. Nous disons, nous ne sommes plus des étudiants coloniaux. Et là, quand même, j'ai fait partie d'un groupe qui était pour l'indépendance. Oui, justement. Et parenthèse, expliquez-nous l'indépendance du Sénégal. Alors j'en viens. En 1900, moi j'ai fini mes études en 1951. On veut m'affecter comme professeur au Cameroun. J'ai dit non. Je fais des recherches sur la vallée du Sénégal. On m'affecte à Rosso en Mauritanie. 2 ans après, on vient me chercher. Pourquoi? Parce que le directeur général de l'UNESCO de l'époque, qui s'appelait... attendez, ça me revient. Torres Bodé. C'était un Mexicain qui avait décidé de lancer l'éducation de base, parce que quand on a créé l'UNESCO en 1945, Madame Wilkinson, qui était ministre de l'Éducation de Grande-Bretagne, avait dit que l'UNESCO devait être le parlement des intellectuels du monde. Pourquoi le parlement des intellectuels du monde? Parce qu'il dit ce sont les intellectuels qui ont inventé les armes de la guerre qui ont donné la victoire, effectivement. Et il a ajouté même, et les intellectuels ont été souvent les officiers supérieurs qui ont également commandé les troupes au sol, etc. Alors, Torres Bodé dit, oui, mais il ne faut pas oublier aussi les paysans et les ouvriers. L'UNESCO doit s'occuper aussi de l'éducation populaire. Parce que ce sont les soldats, c'était les paysans, Il a décidé de créer l'éducation de base. Les Français ont décidé de faire l'éducation de base au Sénégal, mais il fallait un professeur qui parle les langues que parlent les indigènes, parce qu'on parlait les langues pour faire l'éducation de base. On est venu me chercher à Rosso. J'ai créé le service de l'éducation de base au Sénégal, je suis devenu le chef du service. Paraît-il que Souleymane Diop, d'ailleurs, parle dans ses mémoires de l'éducation de base, parce qu'il était instituteur, il travaillait avec moi. Il est devenu aussi mon chef de cabinet sur la locale. Alors, je suis resté à Dakar, j'étais un des premiers, après sont venus les Hassan Seck, les Ablaïli, etc. En 1955, nous avons décidé d'entrer en politique au Sénégal. Mais nous étions pour l'indépendance. Mais nous disions, l'indépendance ne peut pas être obtenue sans l'accord unanime des Sénégalais, des partis politiques sénégalais. Et alors nous avons décidé donc d'attendre les élections du début de janvier 1950, l'Assemblée territoriale. Ces élections ont donné la majorité à Senghor.
nous avons décidé d'adhérer au parti de Senghor. Mais avant de le faire, nous sommes allés voir les autres partis. Oui. Nous sommes allés voir Lamine Gueye. Nous sommes allés voir l'UDS, qui était le DADA, et nous leur avons dit, nous allons dans le parti de Senghor, mais Senghor est d'accord avec nous pour faire un appel pour l'unification des partis politiques sénégalais. C'est de là qu'est sorti l'UPS. Nous avons voulu unifier les partis de l'Afrique de l'Ouest. Le RDA n'est pas venu avec nous. Mais nous avons tenu un congrès à Cotonou en juillet 1958. Et ce congrès du PRA, ce congrès constitutif avec les partis des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sans le RDA, a créé le PRA, Parti du regroupement africain, et qui a opté pour l'indépendance immédiate, la fédération africaine, la confédération avec la France, disant nous ne pouvons pas discuter avec la France de la confédération tant que nous n'avons pas nous-mêmes notre indépendance. Et notre indépendance, nous la voulions avec la fédération, c'est-à-dire la fédération africaine, nous voulions garder notamment la fédération de la RUF. Oui, mais pour l'histoire. Alors pour l'histoire, qu'est-ce qui se passe? En 1958, le Conseil national du l'UPS réuni à Rufisque, Senghor et Mamadou Dia optent pour la communauté. Nous disons non, nous sommes pour l'indépendance et nous quittons le congrès pour créer dans la nuit même, chez Gabin Gueye à Rufisque, le parti du regroupement africain Sénégal en disant nous restons fidèles au mot d'ordre de Cotonou. Nous quittons le gouvernement. J'étais ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et du Sport. Latir Camara était ministre de la Fonction publique. Yaraf Diouf était ministre des Travaux publics. Ablaïli avait été ministre du Commerce, mais il avait quitté ça, il avait démissionné déjà. Alors nous démissionnons et nous formons le PRA Sénégal, nous nous mettons à nous battre pour l'indépendance. Évidemment, nous avons perdu le référendum, mais malgré avoir perdu le référendum, nous avons continué à lutter. Quand nous avons continué à lutter, et en 65 déjà, je suis affecté à Dakar en 1964. J'étais professeur. Quand j'ai quitté le ministère, j'ai été enseignant. Je suis peut-être le seul ministre qui a quitté enseigné au lycée fédéral à Saint-Louis. Professeur, pour la chronologie, quand De Gaulle arriva à Dakar, il y avait l'absence de Senghor et de Mamadou Dia. Cette parenthèse, quand même, nécessite une clarification de votre part. Alors, je vais vous donner la clarification. Moi-même, je n'étais pas à Dakar. Je n'étais pas à Dakar. Non, c'est en 1958 que De Gaulle est venu à Dakar. Oui, 1958. C'est après. C'est après. Vous allez voir ce qui va se passer. 1958, De Gaulle vient à Dakar. Effectivement, Lamine Gueye et le gouvernement, dont je faisais partie, le reçoit par la voix de Valdiodio Ndiaye. Évidemment, les élèves, les étudiants sénégalais et les étudiants sénégalais en France et les étudiants sénégalais à Dakar, qui étaient pour l'indépendance, font une manifestation avec les partis politiques, comme l'UDS d'ailleurs, comme également l'UPS. Alors on dit on veut l'indépendance, c'est le mot d'ordre de Cotonou. On n'a pas encore fait la réunion de Rufisque, où Senghor et Mamadou Dia vont nous entraîner dans la communauté. Alors, il y a une manifestation, il y a eu ce qu'on appelle les porteurs de pancartes. Alors voilà donc les porteurs. C'est là où De Gaulle s'est fâché en disant si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Alors nous avons décidé de prendre l'indépendance. Alors nous nous sommes réunis à Rufisque, comme j'ai dit, le Conseil national de l'UPS. Senghor et Mamadou Dia dit il faut voter pour la communauté. Là, Mamadou Dia expliquera pourquoi. Mamadou Dia expliquera. Quand Mamadou Dia est venu à Cotonou, il faut que je rappelle Cotonou parce que c'est important. Senghor devait faire le rapport politique, mais il ne nous le donne pas. La délégation sénégalaise, j'en étais avec Ablaïli, avec Hassan Sek qui était au dernier moment, je crois qu'il a eu quelqu'un de malade dans sa famille, il n'y est pas allé. Il y avait les jeunesses de l'EPS, etc. Évidemment, la majorité était pour l'indépendance immédiate. On s'est réunis, on a dit à Mamadou Dia, Senghor ne nous donne pas son rapport, nous ne savons pas quelle option il propose, mais nous sommes pour l'indépendance immédiate, la Fédération africaine, ce qui a été le mot d'ordre de Mamadou Dia a dit, je suis la majorité. Il a défendu les thèses de l'indépendance immédiate à Cotonou. Alors, après, paraît-il que Senghor
lui a dit, Mamadou, j'ai promis à De Gaulle et à Pompidou de voter pour la communauté. Alors Mamadou Dia a dit, non, c'est pas possible. Ils ont discuté, Mamadou Dia raconte après que Senghor lui a dit, voilà, rentrons dans la communauté. Au bout de quelque temps, on demande à sortir de la communauté parce que quand nous avons fait Cotonou, ils ont obtenu quand même de Gaulle qu'on mette dans la nouvelle constitution qu'on peut sortir de la communauté. Ça, je dis, c'est le congrès de Cotonou qui l'a fait obtenir. Et Senghor l'a fait obtenir pour pouvoir nous demander aussi de voter pour la communauté. Mais nous n'avons pas voulu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Senghor, paraît-il, Mamadou Dia a dit, Senghor a dit, Mamadou Dia, nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. On demandera l'indépendance quand on sera prêt. Mamadou Dia dit, dans combien de temps? Senghor dit, paraît-il, dans 25 ans. Je n'étais pas là, je ne peux pas dire que c'est comme ça que ça se fait. Quoi qu'il en soit, quand ils sont venus ici, ils ont fait la fédération avec le Mali. On a voulu faire la fédération. Alors, ils ont décidé, De Gaulle a dit, voilà, on construit maintenant des gouvernements autonomes. La France s'occupe de la défense et des affaires étrangères. Tout le reste dépend de nous. C'était ça là, avec la communauté. Le reste dépend de la communauté. Il devait y avoir un gouvernement de la communauté en France, qui n'a pas été créé. Bref, quoi qu'il en soit, donc, le Mali est constitué. Et c'est la fédération du Mali qui va demander l'indépendance. Et c'est Mamadou Dia qui ira signer l'indépendance. De Gaulle n'a pas voulu donner l'indépendance à la fédération du Mali, mais donner l'indépendance au Sénégal et au Soudan français qui était de la fédération du Mali. Évidemment, on a eu l'indépendance. Tu as eu l'éclatement de l'indépendance. Pourquoi? Parce que les Maliens, les Soudanais voulaient donner la présidence du Mali à Lamine Gueye, et Senghor voulait la présidence du Mali. Le Sénégal voulait la présidence du Mali. Voilà. Donc, ils se sont absentés, Senghor et Mamadou Dia. Ah non, ça c'est il y a longtemps. Oui. Quand De Gaulle était venu, oui. Oui, Mamadou Dia était allé. Mamadou Dia avait quand même le glaucome. Il allait se soigner les yeux en France. Senghor était député, il était en France. Alors ils ne sont pas venus, ils ont laissé donc le second couteau s'arranger avec De Gaulle. Oui, ça. Mais alors, on va, comme vous avez dit, la chronologie est respectée. Professeur, 1962, la crise politique entre Dia et Senghor. Nous étions dans l'opposition. Oui. Nous. Oui. Nous étions dans l'opposition. Oui, mais quel est votre éclairage sur cette Mais mon éclairage, c'est qu'il y avait, à mon avis, une divergence politique profonde. Les orientations n'étaient pas les mêmes. Mamadou Dia est allé, je crois, en Russie. N'oubliez pas que nous sommes en pleine guerre froide. Et on reprochait certainement à Mamadou Dia de vouloir se rapprocher des Russes, parce qu'il était allé, je crois qu'il est allé en Russie, oui. En tout cas, il y a eu quelque chose comme ça. Et ces orientations, il faut reconnaître une chose, Gueye. Il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. L'indépendance n'a jamais été une indépendance. On nous a donné l'indépendance, mais il faut reconnaître que toutes nos orientations allaient dans le sens des intérêts français et des intérêts français qui existaient ici au moment de la colonisation. Même à l'heure actuelle, nous en sommes encore là. Il faut qu'on soit honnête. Évidemment, est-ce qu'on pouvait choisir une autre voie? C'est ça. Certains diront non, d'autres diront oui. Et vous dites en quoi? tout cas, nous disions qu'il fallait quand même rompre avec le système colonial. C'était notre option quand nous étions en France. Nous avions dit que nous n'aurons des relations amicales et cordiales avec la France. Je l'ai fait d'ailleurs à l'UNESCO. Mais nous disons que la colonisation c'est fini. Il faut en finir avec toutes les structures nées de la colonisation. Il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous essayons de bâtir notre nation nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos moyens. Ce qui existe présentement relève de l'échec de départ?
Vous savez, je ne veux pas situer des responsabilités. Je peux redire une chose simplement, c'est que nous sommes revenus en politique avec Senghor. Oui. En 1966. Je vais dire comment. Mais pourquoi votre proximité avec Senghor, alors que vous étiez du PRA? Je vais vous dire, non, nous allons être c'est le PRA qui va venir avec Senghor. C'est le PRA qui va négocier avec Senghor, pas moi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis affecté, des bruits couraient dans les années 64, 65, qu'il y allait des coups d'État. C'était les coups d'État militaires. On parlait de coups d'État au Sénégal. On a cité même des noms d'officiers. Je ne les citerai pas, parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait de coup d'État. En 1966, donc, je suis affecté à l'école normale. Vous disiez tout à l'heure, professeur, excusez-moi de vous interrompre, qu'il n'y avait jamais eu de coup d'État. Oui, il n'y a pas eu de coup d'État. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Important, Même en 68, je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui. Baye Omar, en 64, je suis affecté. On est venu me chercher à Saint-Louis pour me demander de venir servir au lycée, à l'école normale supérieure, pour former les professeurs du premier cycle de l'enseignement secondaire, aussi bien du point de vue historique, géographique, et du point de vue également pédagogique. La pédagogie de l'histoire et la pédagogie de la géographie. J'accepte de vous dire, un beau jour, un des amis de mon oncle, qui me considérait comme son neveu aussi, Mix Gay, je sors de Printania. Mix Moa. Mon neveu, tu es à Dakar depuis tant de temps, tu n'es pas venu me voir. Mon tonton, excuse-moi, je suis en train de m'occuper des problèmes de mon logement, parce qu'on m'a donné un logement pour notre d'Akhmati. On m'avait donné en effet un logement administratif qu'on m'a donné à tous les professeurs, surtout les professeurs encore de l'école normale supérieure, qui étaient tous des Touaregs. J'étais le seul nègre à l'époque. Alors, je viendrai te voir. Il y a un de mes amis qui veut te connaître. Mais si c'est ton ami, ça ne fait rien. C'est bien. Je dis, si c'est ton ami qui va me connaître. Il me dit, mais c'est un militaire. Oh, je dis, peu m'importe. Il me dit, mais ce ne sont pas de ce qu'il faut, dont on parle pour le coup d'État. Il me dit, peu m'importe. C'est donc il me dit, il me dit, c'est Jean-Fred Diallo. Chef d'état-major de l'armée. Jean-Fred Diallo. Vous étiez très liés, hein? Oui, nous étions très liés. Jean-Fred Diallo avait voulu me connaître quand il est arrivé au Sénégal comme capitaine du génie et comme commandant du génie militaire français à Bargny, qui deviendra le génie. Et il était passé par... Il savait que j'avais des liens avec Saint-Louis. Il avait suivi mon parcours comme ministre de l'Éducation sous la loi cadre. Oui. Vous savez que c'est moi qui ai créé les collèges d'enseignement général. C'était quand? En 1957 déjà? 57. Oui, parce que vous étiez ministre de l'Éducation dans le gouvernement de Pierre Lamy. Oui, de loi cadre de Pierre Lamy et de Mamadou Dia. Oui. Mamadou Dia était vice-président. Et puis ensuite, on a obtenu que Pierre Lamy s'en aille et que Mamadou Dia soit président. Exactement. Alors, moi, j'étais sous la loi cadre. Et quand, sous la loi cadre, si tu veux, je raconte cette histoire. Avec Jean-Alfred Diallo, c'est important. Oui, je viens sur Jean-Alfred Diallo. D'abord, j'ai créé les collèges. Les cours complémentaires qui ont été transformés en collèges. Pourquoi? Parce que je deviens ministre en mai 1957. Le concours d'entrée en 6e a lieu en juin. Il y a beaucoup d'élèves admis en 6e. Je demande l'inspecteur d'académie qui était là avant moi, qui était encore là. Il me dit, mais on ne peut admettre que selon les disponibilités dans les lycées et collèges qui existaient. Il y avait lycée Fédère, lycée Pétavin, technique, à Saint-Louis, lycée Banvolo-Noven, à Dakar, collège Maurice de la Fosse, collège Blanchot à Saint-Louis. Ça ne faisait pas la moitié des élèves qui avaient la moyenne.
Je lui ai dit, mais il faut qu'on les recrute tous. Et j'ai dû aller en France. D'abord recruter. J'ai pris d'abord les bons instituteurs. Je les ai affectés dans les 6e. 6e, le 6e. J'ai pris également des professeurs en France. J'ai été passé 2 mois en France, un mois et demi en France. J'ai recruté des professeurs et j'ai créé les cours complémentaires qui sont devenus les collèges d'enseignement général. Donc, Jean-Alfred Diallo, alors mon oncle là, Mix Gay me dit ça. Alors je lui dis, mais chez les militaires, peu m'importe, me dit c'est Jean-Alfred Diallo, peu m'importe. Alors je vais, prends rendez-vous, Jean-Alfred Diallo, Jean-Alfred Diallo me dit, voilà, monsieur Beau, je sais que vous êtes dans l'opposition, que j'ai voulu vous rencontrer depuis longtemps, ça ne s'est pas fait. J'ai dit au président que le pays ne peut plus continuer comme ça. Jean-Alfred Diallo, le pays ne peut pas continuer comme ça. Il me dit, il y a des ministres qui sont non seulement incompétents, mais qui sont corrompus. J'ai dit au président que les gens compétents sont à l'extérieur, ils sont dans l'opposition. Et je lui ai demandé de faire un pas pour se mettre d'accord avec l'opposition. Jean-Alfred Diallo me dit ça. Moi, je dis, Jean-Alfred, je ne suis pas l'opposition. Moi, il ne s'agit pas de moi. Je dis, moi, je suis dans l'opposition, mais l'opposition, c'est le plan Sénégal. Si Senghor veut discuter, il faut qu'il discute avec le plan Sénégal, mais pas avec moi. Mais cette discussion, cette discussion, oui, dans cette discussion, au niveau du PRA, beaucoup n'étaient pas pour la finalité d'entrer dans le gouvernement. Si. Ah oui. Si. Mais il y avait un désaccord. Non. Ah oui. Il n'y avait pas un désaccord. Ce qui s'est passé, c'est que le PRA s'est réuni. Il y avait évidemment des points de vue différents. Il y en a qui voulaient l'accord avec Senghor, il y en a qui disaient qu'ils ne faisaient pas confiance à Senghor, etc. Mais nous nous sommes réunis en Conseil national du PRA. Et le Conseil national du PRA a décidé de discuter avec Senghor. Alors, Senghor a fini par s'adresser au PRA. Je ne cache pas que j'ai rencontré Senghor à l'époque. Il m'a envoyé son aide de camp, qui était le général Fall. Et j'ai dit à Senghor, Senghor, je ne discuterai pas avec toi de problèmes politiques. Tu le discuteras avec le PRA Sénégal. Je suis membre du PRA Sénégal et je laisse fidèle au PRA Sénégal. Senghor a dû appeler Ablaye. Il avait mis Ablaye en prison. Et pour l'arrestation d'Ablaye, les raisons de son arrestation, quand le bureau politique du PRA s'est réuni, j'ai demandé que le papier qu'Ablaye a signé, qui lui avait dit d'être arrêté, que ce soit signé par tous les membres du bureau politique. J'ai dit, nous signons tous. Senghor nous mettra tous en prison, ou ne mettra personne en prison. Mais j'ai dit, Ablaye, si tu signes ça, tu iras en prison. Mais j'ai eu la minorité, on a signé Ablaye était allé en prison. Il avait peut-être des raisons, il était quand même le secrétaire général du parti, il a voulu peut-être épargner les autres et nous laisser. Alors Senghor l'a appelé, discuter avec lui. Jusqu'à ce qu'on soit d'accord qu'il y ait une négociation. Je n'ai pas fait partie de la délégation du PRA Sénégal qui a négocié avec Senghor. Je n'y étais pas. On a désigné une délégation avec Ablaye Gueye et d'autres, Cabri. On a négocié et on s'est mis d'accord, mais Senghor était d'accord avec nous sur, d'abord, qu'on change d'orientation politique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça a abouti aux événements de 1968. En 1968, maintenant, il y a eu quelque chose que les Sénégalais ne savent pas. Quoi? C'est que l'armée est allée voir Senghor. Ah oui? Ah oui, il y a une délégation militaire qui a été voir Senghor. Un de mes neveux qui est colonel faisait partie de cette délégation. Pour régler les problèmes, disent à Senghor qu'il faut discuter avec les syndicats. Il faut discuter avec les syndicats pour lever la grève. Il lui a intimé l'ordre? Non, ils sont arrivés. Je ne vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit que Senghor leur a dit. Mais ils ont dit au président... D'après les secrets, Senghor leur a dit, quand ils ont pénétré le bureau, vous êtes venus pour
m'écarter du pouvoir. Est-ce que ça a été le cas? Et ils ont dit non, oui. Non, nous sommes venus pour vous demander de rencontrer les syndicats et de sauver la situation. C'est vrai. En réalité, quand Senghor est arrivé, paraît-il, Senghor leur a dit bien, vous prenez le pouvoir, faites ceci, faites ça. Ils ont dit non, monsieur le président, nous ne sommes pas venus prendre le pouvoir, vous êtes le président. C'est vous qui avez le pouvoir, nous vous demandons de faire ceci, cela, pour sauver le pays. Comment appréciez-vous cette posture incarnée depuis l'époque par l'armée sénégalaise, une armée républicaine dans le sang et qui ne date pas de maintenant? Ah, mais une armée... oui, mais c'est une armée républicaine. Je crois que le Sénégal, quand même, est un pays assez singulier. Assez singulier, dans la mesure où nous sommes un pays où nous sommes attachés à certaines valeurs démocratiques. Non, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Les militaires n'ont jamais considéré qu'ils devaient prendre le pouvoir. Ils ont une éducation d'abord africaine qui les y écarte. Ensuite, ils ont une éducation moderne qui les y écarte aussi. Nous ne sommes pas des aventuriers. C'est ça le problème. Oui. Les gens sont éduqués de telle sorte. Bref, quoi qu'il en soit, Senghor demande à Alfred Diallo de lui faire un papier. Alfred Diallo lui fait un papier, lui demandant d'écarter des gens du gouvernement. Il ne l'avait pas fait en 1966. Et j'ai le papier. J'ai le papier dans mes archives quelque part. Jean-Alfred Diallo a agi maintenant de façon très diplomatique. Il n'a pas dit qu'ils étaient venus dire à Senghor de changer les choses. Il a dit au Senghor, vous m'avez dit de vous faire des suggestions, voici les suggestions. Tu vois, Jean-Alfred était un homme de grande qualité humaine. Moi, j'ai eu de très bons rapports avec lui. Les gens ne connaissent pas cet homme-là. Moi, j'ai eu de très bons rapports avec lui. Et une amitié très profonde jusqu'à sa mort. Je suis allé à son enterrement à Versailles quand il est mort. Jean-Alfred voulait mourir au Sénégal. Ce sont ses enfants qui l'ont entraîné, qui l'ont amené de force en France. Et mon neveu, qui était très lié à Jean-Alfred, mon neveu était colonel de l'armée française, avait dit à ses fils, vous le condamnez à mort. Effectivement, il est arrivé en France 6 mois. Ils l'ont mis, au lieu de le laisser même chez lui, il avait un appartement à Versailles. Ils l'ont mis dans une machine de vieillard. 6 mois après, il meurt. Alors, Jean-Alfred, est-ce que tu connais son background? Non. Sa mère était une peule de Tivaouane. Son père était un militaire de Saint-Louis, qui l'a élevé, qui lui a donné son nom. Et quand il était au lycée, on a révélé son acte de naissance parce qu'il ne pouvait pas porter le nom de son père. Parce que son père était marié. On lui a donné le nom de sa mère, Diallo. Il s'est engagé dans l'armée française. Et il a fait tout le cursus. Il a été adjudant pendant la guerre de 39-45. Il a quitté la France la veille de l'entrée des Allemands dans la zone occupée. Il a fait la guerre en Tunisie. On l'a nommé sous-lieutenant. Et c'est lui qui a construit le pont sur le Rhin, qui a permis à la première armée française d'entrer en Allemagne. Moi, je voulais juste, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui le pensent, je ne sais pas si c'est votre avis, l'envol du Sénégal a été plombé par cette rupture entre Senghor et Mamadou Dia. Est-ce que c'est votre avis? Ça a joué certainement un rôle. Ça a certainement joué un rôle. Les points de vue étaient différents sur la façon de percevoir le Sénégal. Il faut reconnaître que Mamadou Dia était un homme très têtu. Il croyait au pays. Il a fait des gaffes. Et ce sont ces gaffes qui l'ont perdu. Je vous le dirai, les gaffes, c'est le renvoi des fonctionnaires en 1959. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire.
Moi, j'ai été suspendu en 59. J'étais professeur au lycée Faidherbe, on m'a suspendu. Vous en étiez victime. Oui, mais Senghor m'a envoyé son chef de cabinet pour me dire qu'il n'en était pour rien, que c'était Mamadou Dia. Et cependant, j'étais proche de Mamadou Dia. Quand nous étions dans le gouvernement, j'étais très proche de Mamadou Dia. Donc il faut dire que Mamadou Dia était un grand patriote. Il a commis peut-être des erreurs comme tout le monde en commun, mais je crois qu'il y a plusieurs événements qui ont contribué à créer la situation qui a été créée en 1962, en 1968, etc. Vous avez tout à l'heure dit qu'à une certaine époque, les Sénégalais étaient très solidaires. Oui, c'est ça. Vous avez aussi été ministre de l'Éducation nationale. C'est vrai. Quel est le regard que vous jetez sur cette école-là, dont on pense qu'il est allé à Volo? Oui. Il y a une école sénégalaise. Je vais vous le dire. Et celle de Je vais vous le dire. Je crois que, je dis toujours qu'au Sénégal, il y a de tout. Il y a des meilleures personnes du monde, comme on trouve également des gens qui ne sont pas bien du tout. Dans ce pays? Dans ce pays, il y a de tout, il y a de tout. Mais ce pays avait des valeurs. Il y a des choses qu'un Sénégalais ne pouvait pas faire en regardant les autres Sénégalais en face. Non, nous, notre génération a été élevée comme ça. Peut-être il y a eu des déviations qui ont commencé avec ça. Parce que les gens s'entraidaient. Nos pères nous avaient appris, nous, qu'on n'était pas seul au monde. Tu ne pouvais pas manger alors que tes voisins n'avaient pas à manger. Tu ne pouvais pas l'admettre. Tu partageais avec eux ce que tu avais. Nar, non. Mentir. Mentir, le mensonge. On nous élevait pour que jamais on ne mente. Wax deug. On nous élevait donc dans la solidarité. On nous élevait dans la responsabilité. Parce qu'on nous disait, vous êtes responsables. Même gosses, nous étions responsables dans nos familles. Mais nous étions responsables vis-à-vis de nos voisins. Ben Khalel musul dem agni nek camaratam te jëlu koy indi bu moy añam ñom wala mu reer ak ñom. On ne connaissait pas ça. Et ce sont les anciens qui vous ont inculqué ça. C'est ça. Vous, est-ce que vous pensez avoir transmis à la nouvelle génération? Je vais te le dire. Moi, je crois avoir transmis à mes enfants. Moi, je me félicite. Personnellement, je dois dire. Je vais vous raconter. Quand je suis allé en France pour la première fois, en 1940, ma dellu si ma ñibbisi ma dellu si sama bàjjan la sœur de mon père me dit Makhtar dem nga ba tugal te xamuloo sa dëkku maam. En 1941, je suis allé au village natal de mon père, à Ndialakhar. Je suis allé au village natal de mon arrière-grand-père, grand-père du côté de ma mère, à Ngaï. C'est un village qui se trouve à côté de Mengaï Boy. Et depuis ce temps-là, je suis lié aux gens de Mengaï, je suis lié aux gens de Ngaï. J'ai même un champ à Ndialakhar. Je vais venir maintenant avec mes enfants et avec ma femme. J'ai épousé une femme haïtienne. Votre relation avec Haïti, je vais vous le dire. Votre amour pour Haïti. Regardez, j'ai fait une conférence sur Haïti, l'indépendance d'Haïti. Haïti est un pays extraordinaire. J'ai connu ma femme à Paris, à la Sorbonne. Elle était étudiante en histoire comme moi. Son père était ambassadeur à Bruxelles. Nous nous sommes connus, nous avons eu des relations amicales et nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés. Pour mon mariage, son père m'a dit, je te donne la main de ma fille. Son père était mon ami à moi. Son père était un universitaire et un diplomate. Il a été consul d'Haïti d'abord, ambassadeur d'Haïti. Il a été
doyen de la faculté de droit d'Haïti. Il a été recteur de l'université d'Haïti. Et son dernier poste, c'est ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, dont il a démissionné en désaccord avec le gouvernement de son pays. Il a eu un premier désaccord. Mon beau-père et moi, nous étions j'étais comme son fils qu'il n'avait pas, parce qu'il n'avait que des filles. Et alors, nous nous sommes connus, nous avons parlé, son parcours me rappelait un peu mon parcours. Mon beau-père a été en prison pendant 5 ans, mis en prison par son propre cousin, qui était président sous le gouvernement de son propre cousin. Il a été mis en prison par le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'il était consul général d'Haïti à Saint-Domingue, et ce ministre de l'Intérieur trafiquait les travailleurs haïtiens comme des esclaves avec les planteurs de la République dominicaine. Il a démissionné de son poste. Il est venu en Haïti. Il a fondé un parti. Il s'est mis à attaquer ce ministre de l'Intérieur. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais sa chance, c'est que le chef de la prison, qui était un colonel, avait beaucoup d'admiration pour lui. Et il a vécu en prison. Ses filles allaient le voir. Et quand ma femme allait voir son père en prison, ce n'était pas au parloir, c'était au bureau du commandant du camp. C'est dire que voilà. Alors mon beau-père est devenu donc, il a démissionné comme ambassadeur aux Nations Unies. Il a été envoyé au Congo par Outante. Il était conseiller diplomatique, il est plutôt conseiller juridique, parce qu'il était juriste, il avait fait ses études à Paris de droit. La famille de ma femme a été une famille d'intellectuels, des gens qui ont toujours combattu du côté du peuple. Ils ont été les premiers. Le premier docteur en lettres d'Haïti, docteur de la Sorbonne, c'est une tante de ma femme. Le premier docteur en médecine, c'est la marraine de ma femme, etc. Et mon beau-père aussi. Mon beau-père qui avait fait ses études en France, parce que leur grand-père était riche, il était commerçant. Il avait envoyé ses enfants, tous faire ses enfants. Et il y a un de ses oncles, de ma femme, qui a fait sa thèse de doctorat sur l'économie des colonies d'exploitation. Et il y a une lettre qu'il a adressée au ministre au début du 19e siècle, du 20e siècle plutôt, une lettre qu'il a adressée au ministre des colonies à la suite de quelque chose qu'avait commis un commandant de cercle, de Nangalma. Il avait brûlé le village parce que les paysans se rebellaient contre lui. Alors cette transmission de valeurs dont parlait Abdoulaye Thiam tout à l'heure, d'hier à aujourd'hui, et votre voilà, je vais te dire, maintenant je vais responsabilité. t'expliquer la transmission des valeurs. J'en reviens maintenant à moi-même. Je dis, moi j'ai essayé de transmettre mes valeurs à mes enfants. Je n'ai jamais rien fait. D'abord, j'ai toujours parlé de mes enfants d'eux-mêmes, de toute leur famille. Ils sont très liés à toute ma famille. Hein? Mes neveux, mes nièces et tout, ils sont très liés aux gens de mon village, de mes 2 villages de Nialakhar comme de Ngaï. Ma fille, en tant que médecin, a été faire une caravane médicale en faveur des gens des villages. Moi, en 1941, donc, quand ma tante m'a dit, Makhtar, je suis allé à Ngaï, voir mes cousins. Je suis allé voir Angelahar. On n'avait plus personne. Si, il y avait quand même des gens qui étaient liés à la famille, mais les gens d'Angelahar étaient tous partis, je vous ai dit, sur la ligne du chemin de fer. Et mes enfants, je leur ai toujours dit les valeurs qui étaient en instance dans notre famille d'abord. Mon père a toujours aidé les autres. Il nous a toujours appris à aider les autres sans le dire. On n'a jamais aidé en disant. Je vous raconte une histoire maintenant. Mon père est venu à Louga. Il a habité chez un de ses amis dont il portait le prénom du père. Mon père s'appelait Farandiaï Mbou. Il portait le nom de Farandiaï Tal. Il était venu à Louga. Quand il est venu à Louga, il a trouvé Oman Ndiaye Tal, qui est la fille de Farandiaï Tal, qui avait déjà un lotissement. Il a habité chez Oman Ndiaye Tal. Il n'a jamais voulu avoir de maison à Louga. Et quand Oman Ndiaye Tal est mort, sa fille est venue me voir en me disant, Makhtar, la maison te revient.
ma ne ko déet doo def loolu mu ni ma si parce que je sais que quand on a saisi la maison à la suite de la crise de 1928-1930 les commerçants sénégalais étaient faillis tous mun ma c'est ton père qui a payé pour qu'on rende la maison à mon père ma ne ko noog way ma ne ko Seynabou elle s'appelle ma ne ko Seynabou déet li sama papa defoon digganteem ak sa papa la noonu la waroon def parce que sa magu papa la et sa papa le premier ma ne ko sa papa dafa jëre woon na màgg jamais du ngeen am benn bien man mi ñëw di ci teg sama loxo tu vois voilà comment on vivait alors maintenant je te dis avec mes enfants maintenant quand on est venu me chercher pour présider les assises nationales voilà j'ai dit avant de répondre je vais consulter tout le monde j'ai consulté ma femme j'ai consulté mes enfants parce que j'ai dit que lu ma engagé ci àddina ça a des répercussions sur ma famille je n'ai pas le droit effectivement de def loo xam ni ëllëg a si biir dana am ci ñoom dana réagir ci ñoom te waxuma leen ko laajuma leen ñoom luñ ci xalaat et c'est quand mon épouse je dirais encore maintenant mon épouse c'est mon épouse mais c'est plus que mon épouse nous sommes mariés depuis 66 ans jamais il y a eu d'histoire entre nous nous sommes allés 2 fois à la Mecque ensemble nous sommes allés 2 fois là-bas parce que mon épouse est devenue musulmane nous sommes allés 2 fois à la Mecque c'est pas moi qui lui ai demandé d'être musulmane c'est elle qui a voulu personnellement je lui ai dit quand on s'est marié d'après l'islam un musulman peut épouser une chrétienne peut épouser une juive le prophète Mohammed avait une femme copte chrétienne il avait une femme juive etc mais nag nos gens-là ne savent la plupart du temps les gens racontent beaucoup de choses qui disent bref quoi qu'il en soit ce que l'islam impose c'est que les enfants soient musulmans c'est tout alors j'ai dit donc mes enfants je les ai toujours mis au courant j'ai toujours élevé mes enfants en leur disant votre père fera tout ce qu'il peut pour vous mais c'est par votre propre travail que vous arriverez à quoi que ce soit du ma leen nag orienté mais je vous soutiendrai ci seen travail voilà ce que j'ai fait. Oui, vous avez quand même parlé des assises nationales. Et oui, on se souvient des sorties fracassantes de l'ancien président Abdoulaye Wade à votre encontre. Je vais vous raconter mon histoire avec Abdoulaye Wade sur les assises. Moi, avant d'accepter d'être président des assises, j'ai été voir Abdoulaye Wade. Ah bon? Oui. C'est partie des gens que je devais consulter. J'ai consulté les membres de ma famille. J'ai consulté Abdoulaye Wade. J'ai consulté également des amis qui me sont chers, avec lesquels j'ai vu comme une parenté même depuis longtemps, Mamadou Touré. Vous connaissez Mamadou Touré? Oui, ancien ministre. Son frère était mon ami intime d'enfance. Derek Mogne-Sotile. J'ai consulté Cheikh Hamidou Kane, etc. et d'autres. Consulté. Pourquoi? Parce que ce sont des gens avec lesquels j'étais très lié. Et tous m'ont dit d'accepter. Abdoulaye Wade nag bi ma demee seeti ko Abdoulaye m'a dit j'ai été voir Abdoulaye Wade. Il était avec 4 personnes de son parti. J'étais seul. Ni ko Abdoulaye je viens te consulter. Il me dit oui, on m'a dit que tu as dit que nous allons aller aux assises. Mais que non. Je viens te consulter, t'expliquer pourquoi j'ai accepté de présider les assises et je te demande de venir aux assises. ma ne ko Ablaye le Sénégal yàlla defal na ko lu bare au lieu de passer notre temps les uns et les autres à vous dites tous que vous voulez l'intérêt du Sénégal au lieu de passer votre temps à vous battre les uns les autres pourquoi ne pas se mettre ensemble faire l'analyse de la situation du pays depuis l'indépendance c'est lu tax depuis l'indépendance, on n'a pas pu résoudre les problèmes essentiels, donner du travail aux populations, permettre à chacun de vivre au moins de vivre décemment.
Non, je ne viens pas aux assises parce que ces gens-là ne me reconnaissent pas. Il avait raison. Les gens ne le reconnaissent pas. Ils disaient qu'ils ne le reconnaissaient pas. Je lui ai dit, je suis parti, dem, et j'ai donné mon accord pour présider les assises. De mes petits bires, Abdoulaye Wade m'a appelé. Matar, j'ai besoin de te voir. Quand il m'a appelé, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit des choses très bien. Non, reconnaître même est-ce que bi ma jëlee assise ba tey bi ñu ko ubbee ba tey dégg nga benn nit jóg ñu reconnaître la mu ne ma laan man ko wéy man ko wax tu n'as pas lu mon discours que j'ai prononcé quand j'ai ouvert les assises mu ne ma non ma ne ko mën naa la ko jox. Dans le discours j'ai dit que je reconnaissais le gouvernement en place, que nous ne ferons rien dans les assises qui contribue, qui peut contribuer à porter tort, préjudice au pouvoir en place. Mais nous sommes des Sénégalais, d'un pays libre et indépendant, que nous avons le droit et même le devoir de réfléchir sur les problèmes de notre pays, et que nous le ferons. Il m'avait dit, il m'a dit, on s'est quitté, il m'a dit, bien fait, on verra, c'est tout. Et la suite, on la connaît. Hein? La suite, on la connaît. La suite, on la connaît. J'ai donc accepté aussi de présider après la commission oui, de réforme des institutions. Sur la CNRI. Je viens aussi, si vous voulez. J'ai accepté de présider la commission. Je l'ai présidée. C'est moi-même qui ai choisi les membres. Je les ai proposés au président, il les a acceptés. Et nous lui avons donné le résultat. Nous pensons, je pense, que c'était une des meilleures constitutions qu'on ait fait pour le Sénégal. Maintenant, d'autres peuvent avoir des points de vue différents. Mais ce que je peux dire, c'est que malgré que nous venions des horizons très divers, nous avions réussi à nous mettre d'accord sur le contenu de la Constitution. Maintenant, voilà. Vous n'avez pas de regret que ça ne puisse pas être appliqué. Deuxièmement, vous n'avez pas. Quel est votre commentaire par rapport à la sortie même du conseiller juridique du président de la République qui a annoncé que vous avez outrepassé vos compétences? J'ai simplement publié la lettre que le président de la République nous avait envoyée, mais je ne polémique pas. Il est jeune, la vie lui apprendra beaucoup de choses. Ce conseil du président. Moi, j'ai dit, nous avons fait notre devoir. Nous avons donné une constitution. Le reste, ça intéresse le président, ça intéresse le peuple sénégalais. Oui, le président Mbow, c'est le nomique. Le président Mbow, ce sont les assises nationales. Le président Mbow, c'est la CNRI. Parmi ces trois institutions que vous avez à diriger, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les gens ne puissent pas vous suivre? Ah non. En ce qui concerne le nomique, je ne peux pas dire que les gens ne m'ont pas suivi quand même. Il est vrai que certains pays ont été contre les propositions que j'ai faites, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé en ce qui concerne l'information. N'oubliez pas, quand on fait le nomique, le Sénégal n'avait pas un journal indépendant, libre, et c'est Sud. Vous avez été les premiers. Et nous avons aidé d'ailleurs dans le cadre du PIDC, le programme international de développement de la communication. Nous avions créé le PIDC et nous avons essayé quand même de changer les mentalités. Je ne dis pas qu'on les ait complètement changés, je ne dis pas que l'information est faite comme elle le doit à l'heure actuelle partout, mais quand même on a eu des acquis en ce qui concerne le nomique. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que justement le nomique c'est le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Alors, professeur, pourquoi était-il pertinent de parler du nomique, surtout de se battre pour le nomique? Eh bien, parce que simplement, l'information joue un grand rôle dans le monde.
un très très grand rôle dans le monde. On l'appelle même le quatrième pouvoir dans beaucoup de pays. Mais malheureusement, nous avons constaté que l'information est souvent manipulée. Manipulée par tous les pouvoirs politiques, syndicaux, religieux, professionnels, etc. Tout le monde veut manipuler l'information en fonction de ses intérêts et non pas en fonction de la réalité, de telle sorte que l'information qu'on diffuse dans le monde n'est pas toujours correcte. Si, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'information correcte, il y en a. Mais quand même, il y a beaucoup de désinformation aussi. Regardez quand les gens écoutaient les informations, même à l'heure actuelle, quand on insiste beaucoup sur un certain nombre de pays. Mais on laisse ce que le pays dit. On insiste beaucoup. Ben, je vous dis, l'information est déformée partout. Et ce sont ceux qui ont les médias dominants, je l'ai dit à l'époque, les 4 grands de l'information. Je commencerai par nos amis les Français, AFP, TASS, les soviétiques aussi, ils les informent comme tout le monde, hein. TASS, UPI, Associated Press, c'était les 4 grands à l'époque. Maintenant, il y en a d'autres, évidemment. Alors, en définitive, donc, moi je pense que, quand je disais aux journalistes, j'ai participé à des événements, à des réunions ou non. Quand c'était rapporté, ça l'a été faussement. Et on donnait les noms de journalistes qui sillaient des dépêches pour rendre compte des événements auxquels j'étais mêlé moi-même. Ça, les comptes rendus. Oui. Quand je lui disais, mais ce que vous avez raconté, vous savez que c'est faux. Vous étiez là. Il y en a qui me répondaient, j'ai envoyé une dépêche correcte. Ça a été modifié au desk principal, c'est-à-dire chez les patrons, quoi. Oui, alors, j'ai voulu, en parlant du numérique, j'ai voulu normaliser ça. Il y a eu des réunions avec les agences de presse, avec les journalistes. J'ai proposé, étant à l'UNESCO, une réunion pour définir une déontologie de la presse. La réunion s'est tenue à Paris, présidée par Perrier Daville. D'ailleurs, c'est Perrier Daville, je crois qu'il s'appelait. C'était un journaliste du Figaro. Mais il était président de la Fédération internationale des journalistes. J'ai dit qu'on fixe les règles. C'est-à-dire qu'un journaliste a la responsabilité de ce qu'il écrit. Que plus jamais on ne change une dépêche qu'envoie un journaliste. Et le journaliste doit assumer sa responsabilité. C'est tout. Je dis que l'Oumoubinde, s'il vérifie ses sources, c'est très bien. S'il ne vérifie pas ses sources et qu'on lui fasse un procès, c'est lui qui est fautif. Mais je dis qu'on ne laisse plus maintenant des gens la possibilité de modifier les dépêches qu'envoient les journalistes ou autres, parce que simplement ils ont les patrons, ils ont l'argent, ils ont les journaux. Mais pourquoi les Américains vous ont-ils combattu? Pourquoi? Ah, les Américains. Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. Exaltante, hein? Non, attends, il y a eu plusieurs choses. D'abord, je crois que les grandes puissances ont toujours tendance à vouloir dicter aux dirigeants des institutions internationales quelques-unes de leurs volontés. Je n'ai jamais accepté dans ma vie, comme je ne donnerai pas les faits, il y a eu des faits, je ne les donnerai pas, parce que quand même je suis également obligé de garder un devoir de réserve. Ce que je faisais à l'UNESCO, je le faisais en tant que directeur général. Donc, j'avais une réserve à l'égard des États. J'ai dit que les grandes puissances ont toujours tendance à vouloir obliger les chefs des institutions, les directeurs des institutions, à faire ce qu'ils veulent. Ça, je ne l'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté que qui que ce soit. Quand j'étais gouverneur de Paris, personne dans le gouvernement du Sénégal ne m'a amené à prendre une décision que je ne voulais pas. Quand j'ai été
quand je suis revenu, au contraire, j'ai toujours insisté pour que on ne fasse pas de mauvais coups. Quand je suis revenu ministre de l'Éducation en 1966, j'ai dit à Senghor, il l'a accepté. Senghor écoutait quand même. Senghor écoutait. Je lui ai dit, président, il faut laisser tous les PAI que vous avez condamnés qui sont à l'extérieur, il faut les laisser revenir au Sénégal. Ils étaient des adversaires politiques. Maintenant, vous voulez conduire le pays avec tout le monde, laissez-les venir. Il a accepté. Et j'ai su que dans le gouvernement, il y en a qui ne voulaient pas accepter ça. De telle sorte que j'ai dit aux pays, vous pouvez revenir. Il y en a, j'ai dû envoyer à l'aéroport quelqu'un pour les chercher, par crainte qu'on les arrête. Parce que je savais qu'il y en a qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Il ne faut pas, moi je dis, oui, vous avez parlé de nomique, des assises, de la CNRD. J'ai eu peut-être quelque chose qui est un défaut, mais c'est mon défaut, je l'accepte. Il ne faut jamais obliger les gens à accepter ce qu'ils ne veulent pas accepter. Mais si vous voulez réunir tout le monde, il faut avoir la patience d'écouter tout le monde. Et de ne pas considérer qu'on a un point de vue et que son point de vue est le seul juste. J'ai toujours donc obtenu le consensus. Même sur le nomique, j'ai obtenu le consensus à l'UNESCO. Ça a été voté par tous les pays, y compris les Américains, tout le monde a voté le nomique. Alors, donc, ce que je dis là, c'est que, alors, partout où j'ai été, à chaque fois que j'ai présidé quelque chose, j'ai toujours eu la patience, parce que je respecte tout le monde. Moi, on m'a fait une chose. Yàlla moo ñu bind ñun ñëpp. Yàlla bi mu ñu bindee daf ñu yemale. Xëy na nag dama ni daf ñu yemale parce que il nous a donné le même cerveau, il nous a donné le même corps, il nous a donné le même cerveau, il nous a donné les mêmes capacités. À nous maintenant de cultiver ces capacités. À nous de cultiver ces capacités. Si vous voulez arriver à quelque chose, faire quelque chose, il faut faire l'effort nécessaire. Et moi je remercie mon père qui m'a toujours dit, bul bëgg mukk loo amul wala loo amul te bëgg ko na nga liggéey bu la may nga am ko. Est-ce le cas aujourd'hui? Ah, malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de njublang, il y a beaucoup de gens qui veulent arriver vite sans effort. On ne regarde même plus la capacité des gens, on ne regarde même plus leurs compétences, on ne regarde plus même leur qualité. Sama xarit la rek ma jox. Oui, si vous me permettez, nous savons très bien que c'est à partir du problème de 1962 entre Dia et Senghor qu'on a quitté un régime présidentiel pour retourner à un régime parlementaire pour retourner à un régime présidentiel. Aujourd'hui, on parle d'un régime hyper présidentialiste, à votre avis, parce que les assises nationales, ce qui devait sortir dedans, c'est quand même au régime parlementaire. Quel est je vais vous répondre, Thiam. Oui. J'ai déjà dit, et je le répète, je ne porterai aucun jugement sur ce qui est arrivé et sur ce qui se fait ou ne se fait pas. Je respecte les gens. J'ai fait, moi, mon devoir. J'ai présidé les assises. Nous avons adopté une charte de gouvernance démocratique. J'ai présidé avec l'accord de tout le monde. Tout le monde l'a à mon réserve. J'ai présidé la commission de réforme des institutions. C'est pas moi qui ai décidé de la présider. On est venu me solliciter pour la présider. Les assises, c'est pareil. On a réussi à faire un accord unanime, consensus de tous les membres de la commission. Vous avez le résultat. Lisez-le bien et tirez-en les conclusions que vous voulez. Oui. Un mot sur le multipartisme, sur la démocratie sénégalaise. Justement, à tort ou à raison, y a-t-il trop de partis
Mais ne c'est pas des partis. Oui. Je vous dis franchement. Qu'est-ce qu'un parti politique et quelle est sa vocation? La vocation d'un parti politique, c'est de représenter une partie de l'opinion, c'est d'éduquer les électeurs, c'est de participer au progrès du pays en faisant des analyses sur le pays, voir ce qui est bon, ce qui est mauvais de le dire. C'est la conquête du pouvoir. Mais c'est la conquête du pouvoir, mais on ne conquiert pas le pouvoir pour n'importe quoi, on conquiert le pouvoir pour faire progresser le pays. Mais dès l'instant qu'on cherche à conquérir le pouvoir pour soi-même et non pas pour le pays, eh bien, on n'est pas, à mon avis, un parti politique. On est plus de 50 listes. Alors, je vais te dire, mais c'est pas tout. Oui. C'est pas tout. Il y a plus de 200-300 partis. Pour les listes, par exemple, en perspective des législatives. C'est énorme, ça. Mais, Pape Momar Gueye, oui. Quand j'ai commencé les assises, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur la liste de tous les partis politiques. On m'a donné une liste de 200 partis. Mais j'ai envoyé des convocations. Mais il n'y en a que peut-être une soixantaine qui m'ont répondu. Les autres n'ont plus répondu. Parce que c'est des boîtes aux lettres. Le parti est composé de quelqu'un avec sa femme ou son frère. C'est un parti politique. Non, c'est du tchahad. Dans la Constitution nouvelle, nous avons défini nous avions défini les critères pour être un parti politique. Lisez la Constitution. Tout ce qu'il y a, c'est que je trouve en tout cas qu'un pays comme le Sénégal ne doit même pas avoir plus de 2 ou 3 partis. C'est tout, 2 ou 3 partis. Mais 300 partis, combien de listes encore tu m'as dit? Plus de 50. 50 listes. Pour les législatives. Mais alors, électeurs, d'ailleurs, comment ils vont mettre les bulletins de vote? Les couleurs des bulletins de vote, comment ils vont les trouver? Et au finish, Abdoulaye Thiam, professeur, oui, nous avons parlé de votre passage à l'UNESCO. Vous avez présidé les assises nationales. Mais dites-nous, parmi ces 2 expériences, laquelle a été la plus exaltante? Ah non, l'expérience de l'UNESCO, toutes les 2 sont exaltantes. Mais ça se place à des niveaux différents. La situation de l'UNESCO était très exaltante. À l'UNESCO, vous aviez, quand j'y étais, 151 États membres, avec des points de vue différents sur des questions, des orientations différentes, des idéologies différentes. J'avais dans le personnel 121 nationalités. 121 nationalités parmi le personnel. Donc tout le monde venait à l'UNESCO avec ce qu'on est, sa culture, sa formation, ses aspirations, les aspirations de son pays, etc. Mais il fallait trouver maintenant une voie qui permette à tous ces pays de cohabiter ensemble, c'est-à-dire que, je l'ai dit dans un discours que j'ai fait ici quand j'ai été décoré de la Légion d'honneur par les Français, j'avais été décoré des palmes académiques. Depuis que j'étais professeur d'ailleurs, j'étais décoré également des arts et lettres. J'ai dit que, par exemple, on a dit que je favorisais la francophonie. On a dit. Oui. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 langues de travail à l'UNESCO, le français et l'anglais. J'ai dit que je ne peux pas obliger quelqu'un à me parler français. Il peut venir me parler anglais. Mais il ne peut pas demander que je lui réponde en anglais. Je lui réponds en français. J'ai dit donc qu'il faut que ceux qui ne parlent que l'anglais fassent l'effort d'apprendre le français, parce que ceux qui parlent le français, la plupart parlent l'anglais aussi. Apprenez l'anglais avant de rentrer dans l'organisation. C'était d'ailleurs une des conditions pour y rentrer. Moi, je suis devenu sous-directeur général chargé de l'éducation en 1970. J'ai quitté le gouvernement en février 1970. En novembre 1970, j'étais sous-directeur général chargé de l'éducation. Je n'ai pas fait partie du gouvernement d'Abdou Diouf. Et Abdou Diouf ne m'a pas sollicité. Mais même s'il m'avait sollicité, j'aurais refusé. Pourquoi? Parce que je considère que Senghor a voulu sauter des générations. Il y avait des générations qui savaient, imbues des intérêts du pays, mais qui n'acceptaient pas tout, et qui donc pouvaient lui dire que je le refusais. Je lui ai dit, moi j'ai refusé des choses à Senghor, j'ai accepté des choses de lui, j'ai refusé des choses. Et il l'a toujours accepté lui-même. Prendre un jeune
qui était en train de préparer le baccalauréat quand nous étions des professeurs, je dis non. Et qui n'avait pas également fait une activité politique égale à celle que nous avions faite, je dis non. J'ai dit non, j'ai dit j'accepte pas ça. Alors la dernière question. Et il y a une chose que j'ai dit. J'ai dit un jour à quelqu'un, tu peux perdre tout en politique, mais jamais la dignité. À mon avis, c'était perdre la dignité que d'accepter ça. Que d'accepter d'entrer dans le gouvernement. Ah oui, Abdou, je connais bien. Vous voyez, c'était un parent d'Abdou Diouf, il travaillait au service des logements, Gaï. Gaï ne m'a va voir ton neveu, il va régler ça. Maniko, si mon neveu est au courant de ça et qu'il ne le règle pas, je n'ai jamais lui demander quelque chose. Je dis que je ne perdrai jamais ma dignité en allant solliciter quelqu'un ou demander quelque chose. Yalla may na ma nak adina nek na fi. Je n'ai jamais eu besoin d'aller à qui se doit demander. Peut-être je peux en aidant des gens, je peux demander qu'on leur rende service, mais quel mosul ne Amadou Mokhtar Mbow mën na ma ñëw ñaan ma lii pour boppam. Professeur Amadou Mokhtar Mbow, invité de grand format, vous avez parlé de votre amour pour Haïti, mais également votre amour pour le Maroc. Oui. Pour boucler l'émission, quel est votre souhait le plus cher aujourd'hui, votre vœu? Oui, d'accord. Alors attends, d'abord je vais revenir sur Haïti et sur le Maroc avant de vous donner le vœu le plus cher. Haïti, je suis très attaché à Haïti. Pourquoi? Haïti est la première nation dans l'histoire du monde qui s'est formée à partir d'une révolte d'esclaves. Et ces esclaves étaient des Africains. C'est la première république noire, Haïti. Et la première république noire est la première république au monde, dans l'histoire du monde, qui s'est créée à partir de la révolte d'UNESCO. Il y a eu à Rome, il y a eu la révolte de Spartacus. Mais qu'est-ce qui explique cette instabilité? Mais parce qu'on ne lui a jamais donné les moyens de vivre quand Haïti a été indépendant. Les États-Unis d'Amérique avaient ourdi des projets contre Bonaparte en nommant Toussaint Louverture, qui a été un des leaders de la Révolution, même si c'est Dessalines qui a fini la Révolution. Ils ont voulu occuper le Texas. Ils occupaient la Louisiane à l'époque. Ils ont vendu après la loi. Et Bonaparte avait décidé d'écarter Toussaint Louverture de Saint-Domingue, parce que Toussaint n'a pas rendu Saint-Domingue indépendant. Toussaint a renvoyé le gouverneur général, s'est proclamé gouverneur général, c'est-à-dire chef d'Haïti, donner une nouvelle constitution à Haïti, donner une constitution à Haïti, jusqu'à ce qu'on le déporte. Quand Bonaparte a dit quelle était la période où les colonies ont été les plus prospères, on lui a dit sous l'esclavage, il a voulu rétablir l'esclavage en Haïti et envoyer une expédition avec son beau-frère Leclerc, qui était le mari de Pauline Bonaparte. Et quand ils sont arrivés en Haïti, ils ont attaqué Haïti. Toussaint a résisté jusqu'à ce qu'on le batte. Et parmi les lieutenants de Toussaint, il y avait maintenant... Les Français ont fini par reconnaître les généraux indigènes, Dessalines, etc. Alors, en ce qui concerne le Maroc, je dois dire que j'avais de très bons rapports avec Hassan II. Je suis membre de l'Académie du Royaume du Maroc, comme Senghor l'était. Nous étions 4 Africains. Senghor, Gantin c'était un cardinal, Dahomey, qui l'était nommé par le Vatican. Parce que dans l'Académie, et Aïdjo, et moi, c'est dire que le Maroc a des liens particuliers avec le Sénégal, avec l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, c'est pareil. Il y a beaucoup de Maliens qui sont des Marocains, qui sont venus avec Djouder, le passage Djouder, sous l'Empire de Gao, ils ont compris l'Empire de Gao. Bien. Oui, le souhait. Alors l'UNESCO maintenant, oui. L'UNESCO, évidemment, il n'y a pas une organisation comme l'UNESCO. Je vous ai déjà dit la composition de l'UNESCO. C'est une organisation extraordinaire. Si on veut la paix dans le monde, si on veut le progrès dans le monde, il faut renforcer l'UNESCO. Il faut que l'UNESCO également remplisse les attributions qui lui ont été confiées par son acte constitutif. On ne peut pas développer le tiers-monde, auquel je suis très attaché,
J'avais de très bons rapports avec les pays du tiers-monde, que ce soit la Yougoslavie de Tito. J'ai rencontré Tito avec l'Inde de Madame Gandhi. J'ai rencontré Madame Gandhi plusieurs fois. Quand elle était au pouvoir, quand elle était hors du pouvoir, quand elle est revenue au pouvoir, j'ai eu des relations avec elle. J'ai rencontré tous les pays, j'ai cité ces 2 pays-là, mais j'avais des relations également avec tous les pays, les pays arabes, etc. Je me suis toujours efforcé de faire en sorte que les tiers-monde, les pays du tiers-monde se mettent d'accord entre eux. Et ils se sont tous mis d'accord. Je n'ai jamais eu de vote contre à l'UNESCO. Je pourrais vous dire comment on a réglé le problème d'Israël, mais enfin, voilà. Donc l'UNESCO est l'organisation. Pourquoi? Parce que c'est l'UNESCO, c'est la formation. Les pays ne peuvent pas se développer sans formation. L'éducation. C'est la culture. L'UNESCO a considéré, on considérait avant l'UNESCO qu'il y avait des pays civilisés, des pays non civilisés. Les pays non civilisés, c'était nous. On nous colonisait pour nous donner la culture du colonisé. Et l'UNESCO a considéré au contraire que tous les peuples ont des cultures et qu'il faut une coopération, il faut une connaissance réciproque des cultures, une coopération mutuelle entre les pays à partir d'une connaissance mutuelle de leur culture. Si vous voulez connaître un pays, si vous voulez l'apprécier, il faut connaître sa culture. L'UNESCO également, c'est la science et la technologie. Jamais nous ne développons sans recherche scientifique et technologique, sans développement de la science et de la technologie. Une des grandes communications, une des dernières communications, avant-dernière communication que j'ai faite à l'Académie du Royaume du Maroc, il y a 2-3 ans, c'est sur l'industrialisation de l'Afrique. Et j'ai dit que sans industrialisation, nous n'en sortirons pas. Sans modernisation de l'agriculture, nous n'en sortirons pas. Mais l'agriculture peut servir à l'industrialisation, mais il faut développer. Moi, j'ai un champ. Je cultive la terre dans le village natal de mon père, Angela Khar. Je cultive. C'est là les assises et les choses qui m'ont empêché de le faire. Les assises et qui m'ont installé, mais ma fille m'a précédé avant, elle a un champ là-bas. Je suis allé, moi aussi, j'ai des champs. Je cultive Angela Khar. Comme elle cultive. C'est le mot de la fin. Votre Alors, souhait, le souhait. Écoutez, moi, mon souhait, c'est une chose. D'abord, la paix dans le monde. Je suis très préoccupé par toutes les agitations qui peuvent conduire à la guerre. Une guerre, on utilisera forcément l'armement atomique peut signifier la fin du monde. L'humanité ne pourra pas survivre pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les destructions, il y a les morts, il y a les blessés. Les blessés, on ne pourra pas les soigner, ils mourront. Les morts seront extrêmement nombreux. Mais il y a également l'hiver nucléaire, c'est-à-dire l'atmosphère risque d'être assombrie par des poussières qui entraîneront l'impossibilité de l'évaporation de l'eau pour former les pluies. On risque de nous trouver dans une situation, on consommera tout ce qu'on possédera sur la terre, on n'aura plus rien à consommer, on risque de mourir tous d'inanition. Je l'ai déjà dit, écrit. Tu vois, il y a un livre qui a été publié à la matin par moi qui s'appelle Les sources du futur. Et c'était pour les États membres de l'UNESCO, je l'ai dit, et j'ai dit ça devant tous les États de l'UNESCO. Alors donc la paix. Mais il n'y a pas de paix sans également qu'on supprime l'injustice, les inégalités. Je ne supporte pas l'injustice. C'est-à-dire, je ne supporte pas les inégalités. Je ne supporte pas la misère et la faim des autres. Je ne peux pas considérer que certains peuvent être repus, manger, etc. et que d'autres se trouvent dans la misère, dans la faim. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter qu'il y ait des malades qu'on soigne et d'autres malades qu'on ne soigne pas. Et voilà tout le problème du sous-développement, la pauvreté, l'injustice, la faim, la maladie, l'ignorance. Non. Le monde a maintenant les moyens de supprimer, de finir avec tout ça.
Mais le monde ne le fait pas à cause des égoïsmes des gens et de la volonté de quelques-uns de garder les biens pour eux au détriment des autres. Il a été notre invité, l'ancien directeur général de l'UNESCO, qui a présidé également les assises. On a parlé de son vécu, des mutations dans le monde, la géopolitique. Ça a été un plaisir, professeur Amadou Mokhtar Mbow, de vous accueillir à l'émission Grand Format. Le groupe Sudcom vous remercie et vraiment vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Très bien discuté avec vous. Sud FM, un réseau, une radio.